Voilà, bonjour, rebonjour. On va faire la suite. Alors pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez donc vous asseoir. Voilà, on va passer maintenant à une phase, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus concrète sur des expériences dans les entreprises par rapport aux problématiques qu'on a pu voir ce matin. Je vais renouveler mes remerciements pour les intervenants de ce matin parce qu'ils ont vraiment posé le sujet tel qu'on voulait le poser. La traduction pour une organisation comme GS1, c'est qu'encore une fois, on est né au milieu des années 70, probablement sur des fondements tels qu'était la société à cette époque. La question de l'identité, on l'a vu avec Jean-Claude Kaufmann, a beaucoup évolué. Cette notion de récit, je la reprends, fait que voilà, un produit était un produit, il avait une identité assez fonctionnelle à l'origine de GS1. Cette identité, ce code barre qu'on a mis sur les produits, c'était pour simplifier la logistique, la première des logistiques étant le passage en caisse. Donc on a donné une identité au produit pour une fonction bien précise, à l'instar finalement de ce qu'on a fait la première fois qu'on a mis une identité aussi dans nos papiers d'identité, pour reprendre l'exemple. Voilà, donc l'identification pour GS1, elle est née, elle existe encore aujourd'hui sur ces bases qui datent finalement des années 70. On a vu un certain nombre d'évolutions, qu'elles soient scientifiques, de perception des choses au travers de la génétique et maintenant de l'épigénétique. On a vu l'évolution sociologique, l'évolution aussi du marketing et de notre rapport au produit. C'est vraiment ce contexte qu'on voulait mettre en place ce matin pour voir aussi que GS1 et le travail de GS1, c'est aujourd'hui confronté à de nouvelles dimensions. On a besoin d'identifier les produits à des niveaux de granularité de plus en plus fins, d'essayer d'identifier un produit qui a telle origine n'est pas forcément identifiable comme telle autre. Voilà, telle production d'un produit particulier va être différente d'une autre production, d'un autre lot de production. Donc il y a ces enjeux qui sont importants pour nous. Les entreprises qui travaillent au sein de GS1 essayent de définir des règles de plus en plus adaptées à ce genre de problématiques. Mais on voit bien, on saisit bien aujourd'hui un certain nombre de transformations. Ces transformations, elles remettent en cause finalement notre système, notre façon d'identifier. Parmi ces changements, il y a la question de l'auteur de l'identité. Aujourd'hui, dans notre système, l'auteur de l'identité, c'est finalement le parent qui donne son code génétique, mais on voit bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, les produits, cette identité originelle, d'une certaine manière, de plus en plus, d'autres entités donnent l'identité au produit. Voilà. Comment on redéfinit des règles où avant, on mettait finalement la responsabilité de l'identification à celui qui était le père, d'une certaine manière, du produit. On voit très bien que dans nos sociétés, cette question de la parentalité évolue beaucoup. On a des transformations aussi sur la vie des produits. Voilà, ce qui était une sorte de tout, aujourd'hui, on en a une conscience de quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Jonathan Weizmann me disait, mais est-ce qu'on identifie les grains de riz qui finissent dans le plat de riz? Eh bien, c'est une question qu'on se pose. Et du coup, quel est le produit? Est-ce que le produit, c'est juste le plat cuisiné ou finalement tout un tas de composants? Et je ne vous parle même pas de la question de la recyclabilité, du réemploi des produits. Quelles sont les règles qui vont faire qu'on va identifier un produit, le même produit, la même boîte de conserve qui a été triée, recyclée d'un côté et pas recyclée de l'autre? Est-ce qu'il y a des différences d'identification? Est-ce que les entreprises doivent se poser des questions de cette nature? Voilà. Et le dernier point, et c'est sur ce sujet que je voulais ouvrir avec Laura notamment, on a un dernier point, c'est que, et là on est rentré dedans depuis un certain temps, et c'est ce témoignage que je voudrais, on est rentré dans un mode de distribution complètement délinéarisé, où en fait tout le monde est tour à tour consommateur, distributeur, parfois fabricant. On a changé un peu les rôles, on n'est plus dans ce modèle que nous, sur lequel est basé aussi le système GS1, qui consiste à finalement un fabricant qui donne un nom à un produit pour qu'il soit mis à disposition du consommateur chez un distributeur, puis consommé par un consommateur, et que finalement il disparaisse. Voilà, ces modèles changent beaucoup. Laura, vous travaillez sur des marques iconiques au sein du groupe LVMH. Vous allez nous dire un peu ce que vous faites en tant que directrice internationale du e-retail. Comment vous abordez depuis quelques années ces changements, je dirais, de nouvelles maîtrises de son réseau de distribution, et qu'est-ce que ça implique pour des marques et des produits aussi forts que ceux que vous commercialisez? Effectivement, pour nous, ça a changé beaucoup de choses. Le commerce est en train de changer, il change rapidement.
Donc nous avons des marques qui sont plusieurs fois centenaires. Notre travail, c'est de préserver et de communiquer leur héritage, en fait. Donc, à l'inverse du reste du groupe LVMH, nous ne possédons pas notre propre réseau de distribution. Par contre, nos marques et nos produits sont vraiment au cœur de notre activité. D'ailleurs, dans le groupe LVMH et également dans la branche alcool à laquelle j'appartiens, dans laquelle je travaille, nous sommes organisés en maisons. Et chaque maison détient et développe une marque et un type de produit. Donc il y a la maison Vuitton, il y a la maison Veuve Clicquot pour le champagne Veuve Clicquot, la maison Hennessy pour le cognac Hennessy, etc. Et bien que nous ne possédions pas notre propre distribution, la distribution a toujours été donc intermédiaire, mais jusque-là, comme le disait François, c'était une distribution linéaire. Donc en fait, on vendait à des acteurs qui ensuite éventuellement revendaient à un autre acteur s'ils étaient grossistes, puis passaient le produit au consommateur. Et nous, finalement, notre mission, c'était de faire en sorte que le souffle de la marque passe jusqu'au bout de cette chaîne. Et aujourd'hui, ce qui a changé, enfin, ce que François appelle la délinéarisation du commerce, c'est qu'en fait, on n'est plus dans quelque chose de linéaire, mais on est dans un commerce qui est en réseau. Donc un exemple, par exemple, ce sont les marketplaces, dans lesquels on n'a pas forcément une relation commerciale avec les entités qui vendent les produits sur les marketplaces. Donc ça, c'est un très très gros changement pour nous, qui fait qu'on ne connaît pas forcément les acteurs qui commercialisent nos produits. Alors ça a deux impacts importants et ça change notre façon de travailler. Le premier, c'est dans la représentation du produit. Jusque-là, et je dirais depuis des centaines d'années, on avait considéré dans notre groupe le produit un peu de la même façon, c'est-à-dire comme une entité, je dirais un peu une particule élémentaire en fait, qui était très cohérente et à l'intérieur de laquelle on n'allait pas voir. Et finalement, ce système de distribution qu'on avait, qui était linéaire, il portait le produit et la marque et le produit étaient centrales, étaient au cœur de tout le système. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de questions qui sont levées sur ce produit. Donc par exemple, sur une bouteille de champagne, on peut dire, est-ce que cette bouteille de champagne est recyclée ? Donc comme disait tout à l'heure François avec le grain de riz, c'est exactement la même chose. Nous, le grain de raisin, quel est le grain de raisin qui est à l'intérieur de ce produit ? Donc ça change vraiment la façon d'identifier le produit, parce que ça veut dire qu'on doit, en tant que fabricant, donner au produit une identité beaucoup plus riche. Donc d'une part avec beaucoup plus d'informations, et puis d'autre part avec beaucoup plus de facettes, c'est-à-dire beaucoup plus de types d'informations. Il faut qu'on soit capable de la réunir, toute cette information, pour la communiquer en fait aux consommateurs. Et puis la deuxième chose que ça change, et qui est peut-être encore plus fondamentale dans les changements que ça apporte dans notre façon de travailler, c'est qu'avant, comme je disais tout à l'heure, on passait le souffle de la marque à travers une chaîne linéaire de distribution. Donc on avait un ensemble d'informations qu'on passait aux distributeurs et puis aux consommateurs. Aujourd'hui, bien souvent, on ne connaît pas les acteurs qui vont distribuer et communiquer sur notre produit. Ce qui fait que finalement, on doit équiper notre produit d'un ensemble d'informations qui va être pertinent pour tous les acteurs qui vont travailler avec ce produit et auxquels on va le confier, parce que nous, on tient beaucoup à nos marques, donc c'est vraiment une question de confiance, en fait. Et ce qui est difficile, c'est que jusqu'à très récemment, le flux commercial préexistait à la vente du produit, en fait. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le flux qui va créer ou pas une relation commerciale. Donc, il préexiste à cette relation commerciale. Donc, il faut qu'a priori, toute l'information soit pertinente pour tous les acteurs. Et pour communiquer cette information, on n'a plus les moyens de contacter les multiples acteurs. Donc, en fait, il faut que ce soit le produit lui-même qui soit porteur de cette identité. Donc, non seulement on a une identité qui est plus riche, mais aussi il faut qu'elle soit portable par le produit. C'est-à-dire qu'il faut mettre sur notre produit un petit sac à dos d'informations qui va transporter avec lui, et puis on le lâche et on fait confiance, en fait. On fait confiance à tout ce réseau complexe pour communiquer toute la beauté de nos marques. Donc voilà, en quelques mots,
ce que ça a changé pour nous. Merci Laura. Je vais passer à Hélène parce qu'on va parler un peu, Hélène est spécialiste, on va dire, des médias, de la communication, a travaillé longtemps chez Dentsu, qui est une grande agence de médias. Aujourd'hui, côté assurance, mais je vais plutôt faire appel à l'expertise d'avant dans un premier temps. On voit bien le rôle d'auteur, d'une certaine manière, de la marque, qui est un peu mise à mal, alors par la distribution, mais aussi le mot qu'employait Laura à l'instant, c'est la confiance. Et comment on peut déceler l'évolution dans la communication de marques assez finalement autoritaires, j'aurais tendance à dire, en tant qu'auteur, à une communication qui est un petit peu plus, disons, low profile, et comment ce côté un peu fort qu'on a, donc je le disais, dans le système GS1, de la marque qui donne le nom au produit. Aujourd'hui, finalement, l'information produit, notamment, et les communications sont finalement laissées à d'autres. Comment on observe l'évolution du comportement, je dirais, des marques dans ce contexte? Alors, bon, tu as dit déjà pas mal de trucs, c'est vrai. En fait, ce qui change beaucoup aujourd'hui, et on est sommé de le faire, hein, c'est de changer nos communications parce qu'on est face à des personnes, des consommateurs qui eux-mêmes ne demandent plus la même chose, en tout cas. Ce qu'ils demandent, c'est une marque, un produit responsable. Et ils demandent eux-mêmes d'avoir une consommation responsable. Ils ne peuvent pas avoir de consommation responsable si nous, on ne les aide pas, si on ne leur donne pas la capacité d'avoir cette consommation responsable. Et donc, la valeur va être mise là-dedans. Donc, nos communications doivent permettre, en fait, aux personnes de comprendre, comme vous le disiez, en fait, qu'est-ce que le produit embarque comme responsabilité pour que le consommateur ait un usage responsable avec la connaissance de ce qu'il a dans les mains, quoi. Donc ça veut dire que les consommations qui étaient au début plutôt des consommations qui travaillaient beaucoup sur le désir du produit, alors symbolique souvent, aujourd'hui il faut repartir sur des choses assez matérielles, concrètes, qui disent comment ça a été fabriqué, où est-ce que ça a été fabriqué, avec qui ça a été fabriqué, donc d'embarquer en fait toutes ces informations et surtout de leur apporter du sens pour qu'une fois qu'on a eu cet usage, la personne qui consomme le produit ait elle-même l'impression qu'elle est vraiment dans la lignée du comportement qu'elle a envie d'avoir, de l'attitude dont elle a envie aussi d'être porteuse, qui est je contribue finalement à cette société qui doit absolument se transformer et évoluer. Donc ça, c'est des choses importantes. Alors, beaucoup d'informations sur le produit. Donc le produit et la marque vont être indissociables la plupart du temps, c'est-à-dire que le produit va servir de preuve. C'est la première preuve, en tout cas, de ce que dira la marque. Il y a eu, dans le temps, beaucoup de détachement, en fait, hein, de ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on en a parlé, d'ailleurs, ce matin, on repart sur le faire, comment les choses sont faites. Donc, le produit est là pour le prouver, pour apporter la preuve de la manière dont les choses sont faites et qu'elles sont bien faites. Et donc, ça va être une interaction entre la marque et les produits dans un écosystème de communication. On en a parlé, avant c'était assez facile en fait, la communication si je puis dire. On prenait des masses médias, on envoyait un message, la marque était l'émetteur, il y avait des récepteurs et disons qu'après c'était quasiment bouclé, quoi. Aujourd'hui c'est la marque qui reprend fortement la parole en disant pourquoi est-ce qu'elle existe aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est encore là, souvent après 50 ans, 70 ans, 80 ans, alors qu'on est dans un monde qui change radicalement et qu'on sait en plus que les gens nous disent qu'ils ne tiennent pas plus que ça finalement aux marques. Donc on a besoin de donner la preuve que fondamentalement on a une vraie raison d'être et on y attache ensuite la preuve qui sont donc nos produits. Donc au lieu d'être vertical, descendant à un instant T, on est dans des écosystèmes où on est dans la durée, on parle d'avant, on parle pendant, on parle après, on apporte aussi des bénéfices. Donc ça, c'est quand même assez important. On parlait beaucoup de nous en tant que marque, et puis après, le consommateur prenait le produit, on était content, il le consommait. Aujourd'hui, on est beaucoup moins dans un système juste individualisé. On doit corréler l'individuel et le collectif. Donc, on doit parler à la personne, mais aussi parler au collectif. Donc, ça veut dire aussi que le collectif va prendre nos produits, nos communications, va interagir avec, va la faire évoluer aussi.
va porter la bonne parole aussi grâce aux réseaux sociaux ou même par ses comportements. Et donc, c'est des écosystèmes très vivants, finalement, les écosystèmes de com, dans lesquels on contrôle une petite partie des choses, mais pas tant que ça, quoi. Donc ça aussi, ça change la manière dont on conçoit nos communications avec des interactions extrêmement fréquentes. On nourrit ces communications, mais on n'en a plus, en tout cas, on n'est plus détenteur de exactement ce qui va se passer. Et donc, c'est aussi cette dimension du collectif qui, sans doute, a changé une partie de la communication. Sur la marque et les produits, c'est ce que je disais, je pense que c'est en permanence des interactions qui permettent de dire ce que je dis, je le fais. Et donc apporter de l'authenticité aussi à des discours qui ont souvent été un peu détachés de la réalité. Merci Hélène. Alors je vais faire un intermède plus scientifique du coup et demander à Samuel de nous parler de ce qu'est l'impression 4D. Le rebond que je voulais faire, c'est cette notion d'adaptabilité, c'est-à-dire que voilà, il se trouve qu'on peut d'une certaine manière de plus en plus, grâce à de nouvelles technologies, un peu programmer les objets face à leur environnement. Donc c'est alors des balbutiements aujourd'hui, mais Samuel est là pour nous parler de cette expérience qui est une espèce de, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'épigénétique de l'objet, en tout cas programmée, mais c'était ce parallèle qu'on voulait faire d'une application, l'impression 4D. Alors je pense qu'à peu près tout le monde sait ce qu'est l'impression 3D, mais voilà, Samuel, si vous pouvez nous parler de l'impression 4D et de ses applications. Oui, bien sûr. Je sais qu'on a quelques slides à passer au passage. Oui, j'ai prévu quelques slides parce que des vidéos, c'est toujours plus, ça parle toujours plus que beaucoup de texte. Oui, alors, l'impression 3D, je ne peux pas commencer à parler de l'impression 4D sans revenir un petit peu en arrière sur l'impression 3D et le départ de l'impression 3D. Donc je montre ici, je présente mon collègue Jean-Claude André, qui est à Nancy, comme moi, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, et il est à l'origine du premier brevet d'impression 3D. Donc c'est français, hein, le premier brevet sur l'impression 3D. C'était la stéréolithographie, qui consiste à imprimer en 3D un objet à partir d'un bain liquide. Et depuis 1984, hein, bien sûr, il y a eu beaucoup de technologies qui ont été développées. Je ne vais pas les détailler. On peut imprimer des matériaux métalliques, des matériaux céramiques, des composites. Et le point commun, par contre, à toutes ces technologies de fabrication additive, c'est de procéder couche par couche. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le domaine de la fabrication additive. Donc on fait un modèle numérique, on le découpe en tranches, et ensuite ce sont les tranches qu'on envoie en machine et en imprimante 3D, et successivement, comme ça, on construit couche par couche l'objet, que ce soit dans un liquide, avec une poudre, ou par dépôt de matière. Et donc, j'ai reporté un petit lien, si ça vous intéresse, un petit reportage CNRS sur la genèse, l'invention de l'impression 3D, et c'est Jean-Claude André qui est interviewé. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, plus de 30 ans après, il y a environ 30 ans après, il y a la notion d'impression 4D qui est arrivée. Alors, c'est quoi l'impression 4D? C'est comment utiliser une technologie d'impression 3D, c'est-à-dire avec des matériaux inactifs, inertes, et les rendre évolutifs, c'est-à-dire transformer un objet qui a été imprimé en 3D, mais cette fois-ci en utilisant des matériaux programmable, comment faire en sorte que l'objet puisse changer de fonction, changer de forme, évoluer dans le temps, et de manière réversible. C'est-à-dire il faut qu'on puisse faire un petit peu comme un interrupteur on-off. On veut une fonction, on ne la veut plus. Il faut que l'objet puisse, de manière réversible, revenir à son état d'origine. Et donc c'est la naissance de l'impression 4D. Alors c'est un concept qui est arrivé par le MIT en 2013. Donc là, vous voyez une paille qui, lorsqu'elle est chauffée, se déforme et prend la forme du MIT. Voilà. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà une vidéo hein, qui avait fait un peu sensation quand même, il y a quelques années, où finalement c'est un patron de cube qui, lorsqu'il est thermo-activé, va se transformer en cube. Et donc l'objet, qui lui-même a été imprimé en 3D au départ,
Donc c'est un patron imprimé en volume 2D. Et puis le cube prend forme comme ça dans le temps. Donc c'est accéléré, hein, la vitesse est accélérée, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Et là, ça nous amène à la notion d'auto-adaptabilité. C'est-à-dire qu'au départ, on a une forme, on veut une autre forme, mais c'est l'objet qui s'adapte à ce qu'on a programmé au départ. Donc voilà pourquoi on appelle ça l'utilisation de matériaux programmables. Alors on va même un peu plus loin, on appelle ça de la matière informée programmable. Pourquoi elle est informée? Parce qu'on intègre de l'information dans la matière et qu'on peut programmer. Donc voilà pourquoi on appelle ça des matériaux informés programmables. Donc ce sont des matériaux actifs, activables à souhait, au cours du temps. La notion de temps, c'est finalement cette quatrième dimension qu'on rajoute à l'impression 3D. Donc on peut avancer, il y a une autre vidéo. Comme on est à Paris, j'ai choisi de vous montrer quand même une jolie vidéo qui aussi a fait sensation en 2016. Donc c'est la Tour Eiffel qui est programmée en fait pour bouger, donc avec des matériaux à mémoire de forme, thermoactifs. Et donc lorsqu'on chauffe cette Tour Eiffel, elle revient dans sa position programmée. Voilà. Et puis bien sûr, on peut créer une pince, évidemment. Donc la pince est programmée pour que lorsqu'elle est chauffée, elle pince. Et donc elle va pouvoir lever cette petite vis. Alors vous avez bien compris que là, ce sont des prototypes, hein, tout ça. C'est pas encore le produit finalisé. Alors on peut avancer encore une fois. Mais finalement, demain, c'est un peu quoi? C'est quoi les perspectives de tout ça? Il y a un vrai engouement sur l'impression 4D, parce qu'on a bien compris que faire une pièce d'étagère, c'est super, hein, mais faire une pièce fonctionnelle, évolutive, c'est encore mieux. Et donc là, je mets quelques exemples qui combinent à la fois du 3D et du potentiel 4D. En particulier les sièges de voiture, là, donc là ça va être proposé, ou peut-être c'est déjà proposé. Vous pouvez choisir des sièges adaptés en fonction, si vous voulez que ce soit un peu plus dur, un peu plus mou, etc. Et c'est imprimé en 3D, c'est des architectures 3D qui sont imprimées, un petit peu comme les semelles de chaussures que vous voyez défiler en bas. Et donc en fonction de la structure lattice, du resserrement des mailles, on peut avoir plus ou moins de souplesse dans l'objet. Et donc, voilà, Porsche va faire ça. Le MIT a aussi développé une collaboration qui est en cours avec BMW, où là, l'idée, c'est de faire des sièges, mais qui vont s'auto-adapter à votre morphologie quand vous vous asseyez, donc imprimés en 3D, mais avec des activations, avec des fluides. Il y a un exemple, encore l'automobile, c'est vrai que j'ai pris que de l'automobile. Le tableau de bord, donc ça, c'est un projet européen avec des acteurs français, dont Arkema. Donc là, l'idée est d'imprimer directement des multifonctions sur un tableau de bord, mais en monopièce. Et donc ça, c'est faisable, hein. Nous, on a des projets comme ça aussi au laboratoire, où si vous utilisez des matériaux qu'on appelle électroactifs, vous allez pouvoir, par des pressions manuelles, générer du courant, ou alors en envoyant du courant, générer des déformations de pièces. Donc ça, c'est de l'impression 4D. Il y a cette notion toujours de réversibilité et de fonction à la demande. Les chaussures, bon, ils ont appelé ça 4D, hein, dans le marketing, chaussures 4D. Alors, un petit peu quand même, parce que quand vous marchez, il y a une réponse, ça vous renvoie la force. C'est très sympa. Nous-mêmes, on a d'ailleurs un projet avec le CHU de Nancy et l'Institut régional de rééducation où on travaille sur l'intégration de semelles plutôt dans des chaussures standards, où les semelles pourraient corriger vos défauts de marche, mais de manière active, donc c'est-à-dire de la vraie impression 4D, où on intégrerait des matériaux actifs qui sauraient répondre pour vous corriger pendant votre marche. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, hein, tout ça, hein. C'est de la recherche. Et bien sûr, l'ultime, le confort ou la réparation, c'est un petit peu, j'ai repris cette imprimante, cette bio-imprimante un peu de science-fiction, là où on voit
un organe qui s'imprime. Alors, bien sûr, là aujourd'hui, c'est pas encore possible, mais il y a quand même une belle avancée sur la fabrication d'objets vivants, d'organes, de tissus, de peaux. Il y a une entreprise en France, je vais la citer, qui s'appelle Poietis, qui est près de Bordeaux, qui imprime des tissus, des peaux pour des greffes, etc. Donc ça avance. On n'est pas encore un organe, on ne va pas remplacer son poumon demain, mais peut-être après-demain on pourra. Voilà. Et le dernier slide. Voilà, je vous ai mis un petit peu la 3D, la 4D. La 3D aujourd'hui c'est assez avancé, je pense qu'on est tous conscients de ça. Ça s'est démocratisé il y a une dizaine d'années parce que les premiers brevets sont tombés dans le domaine public et l'émergence des technologies à dépôt de fil, les coûts ont été réduits, etc. Donc tout le monde s'est un petit peu accaparé ça. Bon, il faut quand même faire attention, c'est dangereux, ça pollue, il y a des vapeurs toxiques sur les imprimantes, il faut éviter de mettre ça sur son bureau et respirer ça, il faut filtrer. Et toutes les technologies additives d'ailleurs ont leur propre consigne de sécurité. Quand on utilise des poudres, c'est dangereux aussi. Mais bon, l'idée c'est de faire un objet quand même passif, non actif, c'est pas de la 4D, c'est de la 3D. Des petites séries, de la pièce unitaire, des œuvres d'art même, on commence à avoir des cybersculptures comme ça, aux assises européennes, tous les ans. Christian Lavigne remet une cybersculpture mais imprimée en 3D. Donc c'est un domaine avancé. Et puis je voudrais juste vous alerter sur la 3D, c'est à la contrefaçon. C'est-à-dire que, alors, contrefaçon ou la copie, si vous cassez votre pédalier de vélo, oui, vous pourrez vous le réparer avec une petite imprimante, mais attention, ce sera peut-être moins sécurisé que la pièce d'origine. Et donc on peut imaginer que s'il y a des contrefacteurs qui vous copient sur des pièces très critiques, etc., il faut faire attention que ce n'est pas quelqu'un qui l'a imprimé et qui n'est pas une vraie pièce d'origine en fait. Donc, et comme les technologies sont de plus en plus abouties, de plus en plus robustes, on peut de plus en plus reproduire presque à la perfection l'objet. Donc il faut faire attention. Et la 4D, évidemment, il y a de nombreuses perspectives en termes d'objets qui contiennent en fait des multimatériaux à multifonctions. Il ne s'agit pas de changer juste une fonction, mais par exemple avoir une partie conductrice, une partie qui s'active, un actionneur, un capteur intégré, aller vers l'objet intelligent. Mais ce n'est pas pour la très grande série, c'est plus adapté à un besoin, faire un objet pour un besoin spécifique. Nous, on est plus dans cet état d'esprit-là au laboratoire, en tout cas. On ne raisonne pas production de masse, on raisonne plutôt personnalisation de masse. Et du coup, c'est vraiment avoir l'objet adapté à un besoin particulier. Voilà, je voudrais présenter l'impression 4D comme ça. Voilà. Merci Samuel. Merci. J'imagine que ça étonne tout le monde, forcément, ce genre de nouvelles technologies. Il y a un point sur lequel je vais rebondir, parce que j'ai quand même une transition à faire. C'est avec le thème de réparer, derrière la notion de l'impression 4D, mais de 3D et puis finalement 4D, oui, d'objets réparables. Je pense que ça induit aussi des questions de changement de modèle. Alors la personne à qui je vais m'adresser maintenant, c'est Luc Terlinck. J'espère que je prononce bien, peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Vous me direz comment il faut le prononcer. Mais voilà, qui travaille chez Decathlon. Et vous travaillez chez Decathlon, alors qui est plutôt une enseigne dans le genre distribution et production de masse qui est assez emblématique. Et bien justement, vous travaillez sur une façon de repenser le modèle d'une certaine manière. La question de la réparabilité, et probablement que ce genre de technologie doit intéresser le modèle sur lequel vous travaillez. Donc, parlez-nous un peu de Decathlon, de ce que vous y faites et justement de cette expérience sur laquelle vous travaillez. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de beaucoup vous parler de Decathlon. Vous connaissez bien Decathlon, mais peut-être vous dire qu'il y a une conviction qui fait l'unanimité chez Decathlon, c'est que nous sommes dans un modèle qui est insoutenable, écologiquement et socialement, et toutes les équipes chez Decathlon sont convaincues qu'il faut impérativement se transformer. Moi, j'ai rejoint Decathlon il y a 2 ans dans une cellule d'innovation, diversification, nouveau business model depuis la Belgique, mais avec la volonté de travailler pour le groupe. De nouveau dans cette volonté du groupe de se transformer, de changer de modèle. Et après une période de 4-5 mois d'écoute et d'observation en interne et en externe,
je ne sais pas qualifier ça autrement que d'une révélation, d'une énorme claque. C'est peut-être très très évident pour certains d'entre vous, peut-être même pour tous, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a vraiment renversé. J'en ai mal dormi pendant toute une nuit, ou plutôt ça m'a questionné pendant toute une nuit. Et la révélation était la suivante, c'est que si Decathlon, et c'est valable pour d'autres retailers, hein, si on rentre dans une dynamique où on va permettre à nos clients d'utiliser nos produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, on va rentrer dans une dynamique qui est super vertueuse pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, Decathlon, la planète. Pourquoi? Tout simplement parce que si on va conceptualiser, fabriquer et mettre à disposition, louer quelque part des produits de plus en plus durables, et qu'est-ce que j'entends par durable? Je parle vraiment de la durée de vie des produits. Plus ils seront durables, plus on va pouvoir les louer sur des cycles de plus en plus longs. Et donc la rentabilité par produit va augmenter par rapport à une vente. Et ces gains de rentabilité, on peut les partager avec les clients en réduisant les prix et ou en améliorant la qualité des services, mais aussi avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. En fait, quand je parle de claque ou de révélation, c'est précisément celle-là. Dans un modèle où on passe de la propriété à l'usage, plus les produits sont de qualité et durables, plus les prix diminuent. C'est un changement à 180 degrés par rapport au paradigme linéaire dans lequel on est. Alors, suite à cette révélation, je me suis dit, OK, on va démarrer. Enfin, j'ai démarré tout seul un petit projet qui se voulait très ambitieux, qui se veut toujours très ambitieux, c'était de devenir quelque part le Spotify du sport. Vous payez un abonnement mensuel, et pour cet abonnement mensuel, vous pouvez tout utiliser chez Decathlon. On avait exclu le consommable, et pour faire simple, on avait exclu les produits en dessous de 25 €, mais quand ce test a démarré, il y avait quelques familles qui payaient un abonnement de 40 € par mois. Pour 40 € par mois, ils pouvaient tout utiliser. Il y avait une contrainte, il y avait un plafond. Pour ces 40 €, il était de 1 000 €. Ça, pour être plus précis, ça voulait dire quoi? Pour 40 € par mois, vous pouvez avoir au moment T chez vous pour maximum 1 000 € de produits en valeur vente. Si vous avez pour 950 € de matériel chez vous, vélo, raquettes de tennis et autres, et que vous voulez faire du kitesurf le week-end, qui vaut 120 €, c'est pas possible. Vous allez dépasser le plafond, vous rapportez du matériel pour prendre le kitesurf. Les réactions des familles étaient super enthousiastes. Ils ont testé bien plus de sport qu'ils ne l'auraient fait s'ils devaient acheter. Et là, on a constitué une petite équipe de 6 personnes pour déployer le projet, non pas à grande échelle, mais pour mener un test qui soit un peu plus pertinent. On l'a mené sur 60 familles depuis 8 mois pour avoir aujourd'hui des learnings, des apprentissages qui sont vraiment très très éclairants et porteurs de beaucoup d'espoir, mais face à une transformation qui est très complexe. J'ai encore un peu de temps pour l'expliquer? Bien sûr. Ouais. Alors, les principaux learnings, c'est que je fais une précision. Ce test, on le menait avec un objectif et on a essayé de ne pas détourner l'équipe de cet objectif-là. Il ne s'agissait pas de faire autre chose que de se mettre en mouvement pour capter des données. Et ces données nous permettent de modéliser ou de trouver un modèle qui soit à la fois faisable et rentable. Et il était exclu également de se réunir et d'essayer de répondre ou d'anticiper les réponses aux comment. Les comment, on va se frotter sur le terrain au problème et on trouvera éventuellement les réponses quand on est frotté à ces problèmes en fait. Mais l'objectif numéro 1, captons des données et essayons de trouver un modèle qui soit pérenne, faisable et rentable. Bien, après 8 mois de test, on pense avoir trouvé ce modèle. Et on pense même que ce modèle il est duplicable dans d'autres industries. Je vais vous donner 2-3 chiffres qui donnent un petit peu le vertige quand même. C'est qu'on a identifié sur les 60 familles qui ont testé notre formule que la marge dégagée, je parle de marge brute, la marge dégagée par famille est 4 à 5 fois supérieure au modèle linéaire dans lequel ils étaient. Quand on tire nos données dans un business plan en 5 ans, la rentabilité atteindrait 60%. C'est 4 fois plus que le modèle linéaire dans lequel on est aujourd'hui. Donc on pourrait se dire, waouh, ça y est, on a trouvé la poule aux œufs d'or, et en plus on va mettre une pression positive au niveau écologique et au niveau social. Ben non, c'est pas si simple. La transformation est tellement complexe, elle touche absolument tous les métiers chez Decathlon, tous les flux, tous les process, tous les indicateurs, tout est bousculé. Et aujourd'hui, on navigue un peu dans le groupe pour trouver les financements nécessaires et non pas continuer le test, mais déployer le projet à grande échelle avec l'intention de le déployer dans un premier temps en Belgique sur 20 000 familles. Mais ce sont des investissements qui sont déjà colossaux par rapport au modèle dans lequel on est aujourd'hui. Mais en tout cas, avec les learnings qu'on a appris aujourd'hui, la motivation est décuplée. Et on commence à avoir les oreilles de plus en plus à l'écoute, que ce soit en interne et en externe chez Decathlon.
Merci Luc. Il y aura plein de questions forcément parce que ça soulève plein de questions. Je vais maintenant m'adresser à Alexandre qui, avec une ambition au moins aussi élevée, le fait probablement dans un périmètre aujourd'hui un peu plus modeste, plus en tant qu'entrepreneur. L'exemple sur lequel vous allez nous évoquer un modèle finalement assez comparable, c'est celui de la gourde qui tente d'adresser les problématiques liées au plastique, mais qui aussi interroge sur nos modes de consommation et le rapport qu'on a aux produits. Oui, alors nous, on n'est pas dans un groupe et on est une start-up, donc on a d'autres contraintes, mais on a aussi une forme d'agilité et peut-être plus de liberté, de facilité à accompagner le changement. Nous, on est parti du point de vue qui est de dire comment on donne les moyens aux individus d'être les éco-citoyens qu'ils ont envie d'être, et en fait lever les freins à un changement de comportement. C'est un peu ce que vous disiez aussi, le rôle des marques de donner les moyens à leurs consommateurs d'être les citoyens qu'ils ont envie d'être. Et nous, on a une petite révélation au tout début. Nous, on vient du monde de la mer, on voulait protéger les océans de la pollution du plastique, globalement. Et on voulait accompagner les individus dans leur rapport aux déchets, moins en produire et mieux les gérer. Et puis, il y a eu une première étape pour nous qui était, d'ailleurs, une anecdote personnelle où je me retrouve en juin 2019 à Paris, petit épisode caniculaire. Moi, je me balade en vélo. Je vis en Bretagne, mais je passe beaucoup de temps à Paris. Et en fin de matinée, j'ai plus d'eau dans ma gourde et je ne sais pas où remplir ma gourde. Et je me suis dit que notre boulot chez Wallis, c'était aussi de dire aux gens où ils pouvaient remplir leur gourde pour ne pas avoir à utiliser la bouteille en plastique. Parce qu'autour de moi, ce jour-là, je pouvais acheter plein de bouteilles en plastique et j'en ai pas acheté. Je ne suis pas mort de soif, mais presque. Et donc ça, c'est le premier niveau de réflexion. Et en 2020, où on a eu un peu de temps pour se réinventer du fait de la crise sanitaire, deux choses se sont passées pour nous. Un, on a été approché par EDF, qui s'est positionné comme une entreprise de décarbonation de l'énergie et de décarbonation de la société globalement, qui nous ont un peu challengé sur ce que ça voulait dire pour nous réduire l'impact environnemental des modes de consommation. Et en fait, on s'est rendu compte que notre boulot dans le changement de comportement des individus avec leurs déchets, finalement, c'était de les aider à décarboner leurs poubelles. Donc ça, c'était une très grosse révélation parce que ça nous permettait de se positionner sur des indicateurs objectivables. Et le deuxième point, c'est que à peu près en même temps, vraiment à quelques semaines d'écart, il y a un rapport qui est sorti, qui était une commande de VVF réalisée par Ernst & Young, qui évaluait l'impact écologique des alternatives zéro déchet sur 9-10 postes importants de consommation. Et dans cette étude, ça montrait que l'alternative à la bouteille en plastique, en tout cas la bouteille en plastique représentait à peu près 50% des déchets de ce volume évalué et 2/3 du gisement d'économie carbone réalisable. Et on s'est dit, finalement, la question de la bouteille en plastique, de son alternative, et finalement la gourde, que moi je croyais un peu symbolique, totémique, finalement était une entrée à impact importante. Et dans ce contexte-là, on s'est mis à creuser en fait le sujet de l'usage de la gourde. Et donc on s'est dit, on va lever les freins à l'usage, on s'est mis à cartographier les endroits où remplir la gourde, à renforcer le maillage des endroits où remplir sa gourde avec des établissements, les bars, les restaurants. Là, c'est quelque chose qui est en train d'accélérer pour nous en ce moment. Mais plus sur le fond, on s'est rendu compte, en mobilisant l'écosystème qui gravitait autour de l'usage de la gourde, que les modèles économiques n'évoluaient pas. C'est-à-dire qu'un objet comme celui-ci, c'est 3 ans pour le rentabiliser écologiquement, mais le modèle économique adossé à la gourde, c'est si vous pouviez en acheter le plus souvent possible, ce serait mieux. D'ailleurs, beaucoup de marques de gourdes changent la couleur de la gourde, la déco, et en disant tiens, ce serait bien que vous ayez une gourde pour l'été, une gourde pour le printemps, une gourde pour l'hiver. Et on s'est dit en fait que derrière ça, il fallait si on voulait rendre un objet dit durable, qui rentre dans une consommation durable, il fallait essayer de le rendre durablement désirable et arriver à trouver les moyens de renouveler, on va dire, l'univers de service, l'univers de désir, l'univers affectif, l'hyper-personnalisation, des sujets qui ont été abordés déjà ce matin. Et nous, notre ambition, en fait, c'est pas du tout de vendre des gourdes. Nous, on vend pas de gourdes, on fabrique pas de gourdes, mais d'accompagner, en fait, la vie de la gourde avec son consommateur en lui donnant les moyens de se renouveler. C'est de l'expérience, c'est d'aller chercher des services nouveaux. Ça nous a permis de voir aussi que
vous voyez cette bouteille en verre qui n'est pas considérée comme une gourde. En fait, si on switch un petit peu, si on l'emmène avec nous, c'est une gourde, hein, ça permet de mettre de l'eau, mais en fait ça permet peut-être de mettre autre chose. Donc en fait la gourde finalement elle peut nous servir dans plein de moments de la vie, et nous on veut accompagner ça. Et je dirais vraiment l'accélération qu'on a un peu sémantique pour nous, c'est finalement que la gourde c'est une vitrine qui nous permet d'explorer comment rendre durablement désirable un produit, un objet. Alors, maintenant je suis un peu perdu dans mes définitions, mais en tout cas, l'objectif pour nous, c'est que cet objet il soit utilisé le plus longtemps possible. Ça vient en complément des visions aussi d'une économie de la fonctionnalité. Nous, on pense que la gourde a un rapport affectif et d'intimité plus fort, donc peut-être est moins transmissible, mais que quand on nous demande, nous, souvent, c'est quoi la meilleure gourde, parce qu'il y a la gourde en plastique, la gourde en verre, la gourde en inox, la meilleure gourde, c'est la gourde qu'on va garder le plus longtemps possible, parce que c'est celle qui va en fait vraiment réduire significativement l'impact écologique. Il faut savoir qu'entre une gourde et une bouteille en plastique, le rapport écologique, une fois qu'on a rentabilisé écologiquement l'objet, c'est x7. Donc en fait, c'est pour ça que on se rend bien compte que c'est impactant. Mais garder un objet 10 ans avec soi, il faut être capable aussi de renouveler les récits, les histoires, les services. Et ça, c'est vraiment l'objet, la mission qu'on s'est donnée. Merci Alexandre. Alors forcément, quand on parle de liquide, je vais me tourner vers Laura sur ce que ça peut vous inspirer. Et puis derrière ça, la question que j'avais, c'était aussi, alors on a parlé finalement de cette notion d'expérience, de relation avec le consommateur, pas seulement ancré sur le produit. Hein. Le sous-titre qu'on avait trouvé à cette table ronde, c'est « Est-ce que le produit devient un alibi ?» On voit bien que finalement là le produit devient lui-même finalement un objet durable et que le produit c'est le contenu finalement, pas le contenant. Et je ne sais pas ce que sera l'avenir des emballages de toute façon pour répondre aussi à Benoît. Mais voilà, quelles questions se pose éventuellement un groupe comme Moët Hennessy quand on voit ces évolutions et dans le rapport qu'on a avec ses consommateurs? Il y a effectivement beaucoup de questions, parce que comme on disait tout à l'heure, les choses changent beaucoup. Moi, en écoutant les présentations qui ont été faites, il y a deux choses. Il y a d'une part l'expérience, parce que finalement, ce dont vous parlez avec la gourde, c'est l'expérience. Et dans nos produits, l'expérience est extrêmement importante. Donc même si on a des marques iconiques, l'expérience que le consommateur va avoir quand il va boire quelque chose, boire un champagne par exemple, il y a toute la mémoire qui est attachée à un événement, à un anniversaire, à un mariage, à un moment heureux. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi transporter avec l'identité du produit, et que l'identité du produit dans la tête du consommateur et dans sa vision, elle se charge au cours du cycle de vie du produit, en fait, et au cours de la maturité du consommateur, elle se charge d'éléments différents qui viennent l'enrichir. Et puis la deuxième chose, en écoutant l'exemple du 4D, moi, je trouve que c'est une façon extraordinaire d'illustrer ce qui se passe dans la vie des produits. Parce que souvent, nous, on a du mal, encore une fois, on a des marques d'héritage, donc on hésite à les bouger, à les regarder autrement. Et quand on regarde comment sont utilisées nos marques aujourd'hui, comment elles sont vécues, par exemple, si un consommateur achète une bouteille très prestigieuse d'un de nos champagnes, et puis qu'ensuite il la collectionne et il envisage de la revendre, c'est très important de savoir, par exemple, comment elle a été stockée. Donc, par rapport à une impression 4D, c'est une façon d'illustrer ça, qu'aujourd'hui, la vie du produit, elle change l'identité du produit. Un produit qui a été un champagne de très grand prix, qui a été stocké très bien ou très mal, ça va changer l'identité du produit. Donc, je trouve que c'est une façon, merci beaucoup, parce que c'est une très belle façon d'illustrer justement que l'identité produit n'a plus la même signification aujourd'hui que les consommateurs en font d'autres usages. Justement, Luc, voilà, quand on vend des produits finalement et qu'on commence à fournir un service finalement, donc le produit là pour le coup devient presque, alors il est central et en même temps assez secondaire puisqu'on paye un forfait. Voilà, est-ce que vous avez décelé dans l'expérience qui a été testée là un changement de comportement des consommateurs par rapport à ces produits Decathlon, qui sont plutôt des produits pas chers,
qui n'avaient pas forcément des caractéristiques toujours de durabilité. Vous êtes déjà ancré aussi dans la notion de réparation avec les vélos. On a beaucoup parlé pendant le confinement. Voilà, comment on retravaille la notion de produit quand on est sur des modèles comme celui que vous expérimentez? Si vous permettez, François, je vais peut-être apporter une petite précision et ensuite répondre à votre question. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le test qu'on a mené sur les familles, on l'a mené volontairement sur des familles. Pourquoi? Parce qu'on pensait répondre à un besoin, en fait. Les familles, il y a des enfants qui grandissent, qui doivent changer d'équipement, soit parce qu'ils grandissent, soit parce qu'ils évoluent techniquement dans leur sport. Et dans le test, on avait 3 formules d'abonnement. Je vous parlais d'un abonnement 40 pour 1000 au début. On avait 20 pour 400, 40 pour 1000 et 80 pour 2000 pendant la période de test. Et je voulais encore vous dire autre chose, mais qui est importante, je pense vraiment. Il s'agit d'une transformation, je disais tout à l'heure, qui est systémique pour nous, en fait, si on veut, parce que les enjeux sont systémiques. Et on était parvenu à mobiliser certaines marques, en fait, derrière ce projet, qui étaient également prêtes, elles, non plus, d'arrêter de nous vendre des produits, mais plutôt de nous vendre des services. Et dans les plans qu'on a écrits, les revenus pour les marques allaient être 50% supérieurs par produit que dans le modèle linéaire dans lequel ils étaient. Alors, au niveau de comment travaille-t-on le produit, ça n'a pas vraiment été un sujet pour nous pendant cette période test, en fait. Ce qu'on a fait, c'est on s'est beaucoup mis à l'écoute de nos clients. En fait, les 60 familles qui ont testé le projet, on leur a dit, voilà, on a besoin de votre aide, en fait. On va tester un projet, on a besoin d'avoir un maximum de feedback de votre part. Donc, on n'a pas fait, nous, de démarche de communication spécifique pour autre que de leur dire, voilà, on lance un test et on a besoin de votre aide et on va récolter beaucoup de données et beaucoup de feedback de votre part. Ce qu'on remarque quand même dans cette dynamique, et en tout cas de notre expérience, on n'a pas la même conclusion qu'Hélène, c'est que les familles... Enfin, on a mené 2 enquêtes, une avant de lancer le test, 3 pendant le test et une tout récemment, en demandant quelles étaient les principales motivations des familles à éventuellement passer à ces formules d'usage et d'abonnement. Ce n'est pas la planète, ce n'est pas l'écologie, c'est soit le prix, soit les facilités, soit la maîtrise du budget. Les raisons écologiques viennent vraiment en fin d'intérêt. Mais là, on se dit, par exemple, sur la communication produit, là, on a des choses à faire. C'est de mettre en avant, écoutez, en faisant ces choix-là, en plus, il y a un impact écologique et social qui est colossal, en fait. Donc, il y a une volonté de communiquer sur cet aspect-là parce que les gens n'y sont pas sensibilisés, en tout cas, ceux qu'on a interrogés et ceux avec lesquels on a mené ce test. Et... Oui, voilà. J'ai répondu à votre question, François. Alors, du coup, j'ai une question pour Hélène. Plutôt dans le nouveau monde dans lequel vous travaillez maintenant, qui est le monde des assurances. Est-ce que ce monde des assurances, par rapport à ces nouveaux modèles, se pose des questions d'une certaine manière? J'imagine que voilà, quand on est dans une économie plus fonctionnelle, qu'on a des contrats finalement d'une certaine manière avec ses consommateurs, est-ce que ça, voilà, ou même dans ces nouveaux modèles, ça pose des questions pour le monde des assurances, finalement, de multiplier cette économie de service qui est d'une certaine manière une nouvelle forme de rapport avec le consommateur, qui n'est pas un achat ponctuel, mais plutôt un contrat relativement long. Est-ce que ça fait sens d'ailleurs, la question que je pose? Ouais, je pense que ça fait sens. Il faut qu'on travaille, en tout cas, c'est sûr, à l'évolution de l'assurance. Ce qui est bizarre, enfin, ou ce qui est spécial dans l'assurance, c'est que c'est un produit qui est contraint, qui est subi. Et donc, à la limite, les gens, les consommateurs, moins ils entendent parler de nous, mieux ils se portent. Quand ils entendent parler de nous, c'est qu'en général, ils ont eu un sinistre. Donc, on a une image qui n'est pas forcément très positive. Donc ça, il faut qu'on le change. Parce que finalement, si on est dans une société qui veut évoluer, qui veut changer, c'est une société qui va forcément aussi se confronter à plus de risques et qu'on est là justement pour donner la capacité d'évoluer aux gens, la capacité aussi de se projeter dans l'avenir. Donc déjà, il y a un peu un changement de perception de ce qu'est le produit de l'assurance. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on parle de produits. On s'est toujours attaché à des biens matériels, donc la voiture, l'auto, donc la possession. Si on passe à une société d'usage et si on passe à une société aussi qui va aller d'usage en usage en fonction des biens et des besoins, on va passer de la voiture à la trottinette, au vélo. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas s'attacher d'abord à l'assurance de la personne plutôt que de s'attacher à l'assurance des biens? Et à ce moment-là, il y aurait une modularité, une évolution.
ça me fait penser à la 4D, donc du produit, enfin en tout cas du service qui serait attaché à l'assurance. Ça pose énormément de problèmes, parce que ça pose évidemment le problème du modèle financier, comment ça se finance. Ça pose un problème éthique, parce que pour faire évoluer l'assurance à la personne, il faut pouvoir tracer aussi la manière dont elle utilise, enfin elle fait ses usages. Et derrière ça, il y a la vie privée, il y a la transparence, comment on gère ça. Donc beaucoup de questions, mais c'est pas résolu, mais c'est sûr qu'il faut que l'assurance évolue, oui. Sur la question de l'impression 4D, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, Samuel, vous me parliez aussi de cette notion d'ADN, de code finalement qui est déjà dans les produits et de possibilité de travailler sur des logiques de contrefaçon. Voilà, c'est une vraie question, enfin, dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire que est-ce que finalement l'objet ne porte pas en lui déjà finalement un code qui le distinguerait des autres? Ça, c'est une question pour nous qui peut être intéressante, mais aussi dans l'idée que finalement l'impression 3D, l'impression 4D, finalement c'est pas l'objet lui-même qui est une contrefaçon, c'est son concept, enfin qui est une copie de toute façon, une impression est une copie. Comment vous travaillez sur ces notions de copie, d'anti-contrefaçon? Est-ce qu'il y a des pistes de ce côté-là et puis sur la question aussi, je voudrais vous relancer sur la question de la réparabilité, à quel point le développement de l'impression 4D va de pair finalement probablement avec, pourquoi pas, une relocalisation de l'industrie et de la réparation. On m'avait dit que vous n'y croyez pas trop au téléphone. Donc. Alors, ça dépend. Disons que pour changer ma future hanche, je crois à la réparabilité en imprimant une prothèse de hanche. Ça c'est évident que pour le soin, fabriquer des orthèses, des prothèses, etc., ça, j'y crois. Par contre, changer un engrenage de voiture en l'imprimant en 3D, aujourd'hui, on ne le fait pas, mais on espère qu'on pourra le faire demain. Mais de là à imaginer que ce soit de la production série, je n'affirmerai pas que ça peut l'être. C'est quand même des procédés qui sont plus lents, etc. Mais maintenant, pourquoi pas la réparabilité? Mais il faut toujours garder la notion il faut que la pièce soit bonne matière. Et quand on imprime en 3D, il y a toujours, pour l'instant, ces notions de couche par couche qui font qu'entre chaque couche, on peut avoir des faiblesses, et donc c'est pas équivalent, c'est pas tout le temps équivalent à un procédé conventionnel. Alors je dis aujourd'hui parce que mon collègue Jean-Claude André vient de breveter l'impression 3D mais sans couche. Donc on parle de fabrication additive, donc là on rigole à chaque fois qu'on en parle tous les deux. Il me dit, maintenant on ne peut plus parler de fabrication additive puisqu'on vient de protéger la possibilité de créer un objet 3D directement sans passer par les étapes de couche. Donc c'est du grand Jean-Claude André, ça. Et donc on va peut-être franchir certaines étapes. Maintenant, si toutefois on arrive à utiliser vraiment plein d'objets en production ou en personnalisation de masse, oui, il faut faire attention à la copie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la contrefaçon, ce sera une problématique. On a mis en place des matériaux chez un industriel pour qui j'ai fait des gammes de matières pour sa production. Et le patron de l'entreprise me téléphone un jour et me dit comment je peux savoir si les pièces qui me sont retournées, cassées, faites avec les matériaux que tu as brevetés, donc que j'avais moi-même créés, comment je pourrais savoir si ce sont des vraies ou des fausses? Parce qu'en attendant, une pièce qui arrive, il faut qu'il la remplace. Et j'y ai réfléchi et je me suis dit, non, finalement, on ne peut pas savoir si c'est l'original ou pas en 3D, parce que si les gens disposent de la même technologie, ils utilisent les matériaux commerciaux, comme tout le monde, et du coup, si la pièce n'a pas été préalablement tracée, on ne peut pas savoir. Donc on ne sait pas différencier le vrai du faux en 3D. Donc oui, nous on a beaucoup travaillé là-dessus, et merci de me poser la question parce qu'on a développé finalement le fait de pouvoir signer pendant l'impression un objet.
couche par couche, cette fois-ci, où la signature atomique, les matériaux se mettent de telle sorte pendant l'impression, en X, Y et Z, puisque ça reste un volume, un objet, et on est capable de tracer la signature atomique de l'objet construit en 3D. Et donc, ça permet, après, quand on fait une analyse de matière, d'avoir une signature atomique. Et donc, s'il y a un doute sur un objet, on est capable d'aller analyser la pièce, et puis de dire c'est un vrai ou c'est un faux, puisque, en tout cas, on en est pour l'instant persuadé, l'ingénierie inverse est impossible, donc c'est un des plus hauts niveaux de protection qu'on peut intégrer dans une pièce imprimée en 3D, mais pas que, c'est extrapolable aux procédés conventionnels, type impression jet d'encre ou injection plastique. Mais au départ, quand on a inventé ça, c'était pour l'impression 3D à cause de cette problématique future. Aujourd'hui, elle n'est pas encore, on la sent pas encore, mais demain, quand tout le monde aura des imprimantes, on va se dire, mais est-ce que j'ai un vrai ou est-ce que j'ai un faux? C'est évident. En tout cas, pour moi, ça l'était il y a 3 ans quand j'ai imaginé ça. Mais par contre, on se dit, et dans le métallique, le céramique, toutes ces problématiques vont se poser aussi. Dans les polymères, aujourd'hui, c'est le plus utilisé. 80% du marché aujourd'hui, c'est les polymères en fabrication et impression 3D. Et le métal fait que croître. Donc, mais les polymères aujourd'hui sont extrêmement utilisés et très facilement copiables. Donc, il fallait qu'on arrive à intégrer une signature dans l'objet. Et l'avantage des technologies 3D, c'est que c'est la technologie elle-même qui permet de créer un code interne, atomique, qui est reconnaissable, identifiable et authentifiable. Voilà. Je vais rassurer les équipes, on n'en est pas encore à faire des groupes de travail sur l'identification atomique, mais manifestement ça ne saurait tarder. Mais c'est pas compliqué, les laboratoires savent très bien faire, ce sont des petites analyses de routine, finalement, comme on analyserait un ADN, sauf qu'au lieu que ça prenne des semaines, ça prend moins d'1 heure, voilà. Bon, quand il faudra normaliser, vous viendrez nous voir. On aimerait. Je voulais rebondir avec Alexandre. Derrière cette gourde, il y a aussi, pour reprendre, il y a la question d'un réseau de distribution. Ça implique un écosystème. Vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, comment on sensibilise cet écosystème, à commencer par le consommateur qui est le détenteur de ce produit. Comment ce modèle, on parvient à le mettre en place. Et comment justement, pour reprendre cette notion d'un réseau plutôt que de logique linéaire, comment vous appréhendez cette notion d'écosystème d'utilisation dans cette logique fonctionnelle de consommation? Déjà, ce qui est surprenant, c'est que ce soit sur cet objet, avant que je mette nos stickers, ou que ce soit sur celui-ci, c'est qu'il n'y a pas d'identifiant. En fait, une fois qu'on a lâché le produit dans la nature, en fait, il n'y a plus aucune prise sur le produit. Et d'ailleurs, je trouve ça assez étonnant de la part des vendeurs et des fabricants de gourdes de ne pas vouloir garder un lien direct avec leurs clients ou leur communauté de clients. Parce qu'en plus, nous, dans le monde des gourdes, on a remarqué que les marques aiment bien parler de leur communauté, la communauté de Gobi, la communauté Quetch. Mais en fait, à part utiliser les réseaux sociaux pour entretenir cette communauté, il ne se passe pas grand-chose. Et nous, on pense que l'objet, il doit pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre. Et nous, on l'a fait vraiment de manière itérative, pragmatique ou par chance. On s'est dit, quand on a un QR code, aussi parce qu'on travaille beaucoup avec GS1, on échange beaucoup avec, parce que je ne dis pas ça parce qu'on est là, mais ça nous a permis aussi de comprendre à quoi ça pouvait servir ces identifiants. En fait, on a mis un QR code qui donne de l'information à un service, qui ne donne pas de l'information sur l'objet, mais qui nous donne accès à une carte qui vous dit où remplir la gourde. Mais évidemment, quand on a un QR code, on peut lui faire dire plein de choses. Je rejoins les enjeux d'épigénétique. C'est que, en plus, on peut aussi imaginer que ce code-là, en fonction de ce qu'il va lire, il va donner des informations différentes. Donc c'est ce à quoi on essaie, nous, de sensibiliser notre écosystème. Pour revenir aussi sur les enjeux un peu du rapport du consommateur aux enjeux environnementaux, c'est vrai qu'il y a une petite tricherie de dire que tout le monde veut devenir éco-citoyen ou un consommateur éco-responsable. Je pense que c'est notre responsabilité de le mettre en situation de bien faire. C'est-à-dire que quand on l'interroge, il dit il aimerait faire mieux, mais évidemment, c'est d'abord le prix qui va interagir. Il y a un contrat de base. Ouais, exactement. Mais par contre, c'est à nous de le mettre en situation de bien faire, de ne pas le mettre en situation d'une sorte d'injonction contradictoire de la société, parce que d'un coup, il se rend compte qu'il a mal fait. Ça arrive tous les jours.
je prends un exemple des baskets. Moi, le jour, j'ai acheté des sneakers en PET recyclés et je me suis rendu compte que c'était une aberration écologique d'avoir des semelles en bouteilles plastiques recyclées, parce qu'en fait, ça venait enlever du gisement aux bouteilles en plastique à recycler. Enfin, et en fait, moi, je me suis retrouvé en situation finalement de ne pas être content de mon achat parce qu'on m'avait dit que c'était éco-responsable, et quand j'ai gratté un peu, et c'était pas de la mauvaise foi de la part de la marque, c'est que moi j'étais mal éclairé, et je pense qu'on doit faire pareil avec les outils comme la gourde, c'est-à-dire qu'on doit créer l'ingénierie sociale qui mette le consommateur en situation de bien faire, et c'est ça, nous, qu'on essaye c'est autour de ça qu'on essaye de fédérer notre écosystème en disant durabilité, désirabilité, responsabilité. Et on pense que la technologie, le numérique, de manière aussi maîtrisée, aussi de manière responsable, c'est-à-dire que là, nous, on n'a pas mis une puce NFC, on n'a pas inventé une gourde connectée. En fait, c'est juste un QR code qui pourrait très bien être aussi un smart link de GS1 qu'on ferait évoluer dans sa lecture. C'est-à-dire que GS1 dirait voilà les informations que nous on met, mais en fait nous en identifiant on peut lui faire dire autre chose, on peut le hacker sans faire de contrefaçon, mais on peut le hacker, il peut dire autre chose, il peut fournir du service différent, et c'est là où nous on pense que c'est autour de ça qu'on peut fédérer l'écosystème, c'est autour de ça aussi qu'on peut standardiser un mode de consommation. Nous, en tant qu'entreprise, c'est aussi ça qui nous permet aussi d'avoir une vision de scalabilité. C'est-à-dire que ce modèle-là, on le fait en France aujourd'hui, enfin on développe en France, mais on sait très bien qu'on peut le développer directement en Europe si on est sur des logiques de standard. Donc cette idée qu'on doit amener un univers qui facilite la vie à l'usager, qu'il est créateur de valeur économique, parce que je vous parlais de lien avec le consommateur, mais ça veut bien dire vraisemblablement de création de valeur économique supplémentaire auprès du consommateur. C'est ça qu'on voit qui est en train d'agréger autour de nous. Et nous, dans ce contexte-là, on se pense comme une plateforme. C'est pour ça que moi, si je devais fabriquer, je comprends aussi la difficulté de Decathlon, si je devais fabriquer des produits, je serais très embêté de dire c'est quoi le meilleur produit d'un point de vue de l'éco-responsabilité. La facilité pour nous, c'est de dire nous on va être la plateforme qui va accompagner l'usager par rapport à un usage qui est le contenant en nomadisme, qui permet de mettre du liquide dedans, et si vous avez une gourde en verre, vous avez une gourde en verre, on vous fournira du service. Peut-être qu'on fournira un service spécifique. Tout à l'heure dans l'assemblée on a discuté, mais ça parlait de mettre du champagne dans une flasque en verre en mode nomade. Je pense que ça peut être considéré comme une hérésie, mais en tout cas, d'augmenter et d'adapter le service en fonction du profil de l'individu. Moi, je fais de la voile, je fais beaucoup de vélo, donc j'ai une gourde en inox. Mais quelqu'un qui est plus urbain, qui chahute moins, aura une gourde en verre, et peut-être voudra un univers de service différent qui ira avec sa gourde en verre, avec un plus joli écrin, à qui on dira dans ces établissements-là, il y a de l'eau aromatisée, de l'eau gazéifiée aromatisée, voilà, qui demandera une expérience un peu plus raffinée. Moi, je cherche juste de l'eau pour me désaltérer. Voilà. Donc, et ça va passer par, finalement, quelque chose qui est entre l'objet et l'individu, et que finalement, si je reste sur la gourde, mais nous on le pense vraiment comme une vitrine des nouveaux modes de consommation, cet objet devient un device, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer auprès de son utilisateur, et c'est aussi un canal de diffusion ou d'expérience de marque pour les différentes marques de gourdes, si on reste sur notre sujet, quoi. Merci Alexandre. Alors, il nous reste quelques minutes. Voilà, ma question, c'est qu'est-ce que les évolutions de modèles, par exemple, que vous pouvez voir, Laura l'a évoqué un petit peu, changent dans la relation avec les partenaires. J'imagine que vous avez des usines de production, par exemple, chez Decathlon, souvent en Chine, que vous avez tout un modèle qui a été construit sur ça. Qu'est-ce que ça change quand on leur dit, finalement, on ne va pas forcément faire autant de quantité, maintenant on va réorienter notre mode de fonctionnement sur beaucoup plus la qualité, et puis finalement on va aussi en partie faire une production, j'imagine. Voilà, vous allez probablement réparer les produits ou essayer d'allonger leur durée de vie. J'imagine que c'est des questions quotidiennes, mais voilà, avec les partenaires, qu'est-ce que ça change finalement et comment ils le prennent
Je ne vais pas pouvoir répondre pour les usines et les producteurs situés un peu partout dans le monde pour Decathlon. Par contre, je peux vous donner le retour qu'on a eu des patrons des marques en fait, qui étaient prêts à nous suivre dans le projet. Notre modèle, enfin le modèle de l'usage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gains de rentabilité par rapport à la vente qu'on peut partager avec les clients en réduisant les prix, mais aussi avec la chaîne en amont. Eh bien, le modèle, je le disais tout à l'heure, pour les marques, on pourrait générer 50% de revenus en plus. Ces gains-là pourraient être partagés avec les usines, dans le choix de matières plus durables, dans des meilleurs, au niveau social, de meilleures rémunérations des équipes dans les usines et autres. D'accord. Et c'est très sincèrement, ce n'est pas pour vous vendre Decathlon ou le projet, mais les réactions dans le cadre des patrons des marques vont dans ce sens-là en fait. On en a ras-le-bol, nous aussi, de mettre de la pression négative sur ces usines et sur la chaîne en amont en fait. Et là, on a l'occasion de rémunérer les efforts qui seraient faits en termes de durabilité et au niveau social. Qui est presque une nécessité dans le modèle. Qui est une nécessité dans le modèle. Au plus les produits seront durables, au plus le modèle va être rentable. Très bien, merci. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier. Moi, je vais juste faire une toute petite conclusion parce qu'il y a un terme qui a été très souvent employé, c'est la notion de lien. Voilà. Ce lien qu'on a entre la marque et ses clients, ses fournisseurs, le produit qui fait le lien d'une certaine manière. Quand on est GS1 et qu'on entend ça, en tout cas c'est une hypothèse que je formulerai, on va de plus en plus passer de l'identification des produits à l'identification de ces liens et trouver un moyen de faire évoluer notre système pour l'identification des liens. C'est ce que Alexandre disait très bien. Voilà, on a cet enjeu. Je ne sais pas encore une fois comment on identifiera les objets 4D, s'il y aura des règles particulières. Est-ce qu'il aura un identifiant différent entre le moment où il est conçu et le moment où il est mis dans un environnement qui changera? Est-ce qu'on trouvera des parentés d'identification entre l'original et la copie qui aurait été fait en 3D? J'en sais rien, mais vous voyez bien que ces sujets-là, pour une organisation comme la nôtre, qui essaye de réunir des entreprises pour se mettre d'accord sur des identités communes qui permettent l'échange, qui permettent d'échanger des produits. Le cas de Decathlon est intéressant. Decathlon est un exemple pour GS1 mondial de l'emploi de la RFID pour, disons, faciliter le modèle d'avant probablement, qui était un modèle d'optimisation à outrance de la supply chain pour faire en sorte que tout file droit, etc. Comment cette technologie va peut-être évoluer demain à une autre chose qui est l'utilisation par le consommateur du produit, à prendre de l'information et finalement enregistrer ces liens entre le produit et les hommes, parce que je fais la conclusion sur ce registre-là. Donc voilà, je voudrais vraiment beaucoup vous remercier. Voilà, on va bouger un petit peu l'étape pour laisser la place aux grands témoins. Merci à tous les 5.